d'avoir affronté le froid. Jean-Claude, c'est un plaisir de se retrouver ce soir. On pourrait rajouter à la longue liste Jean-Claude Poitras dans les gens que j'ai interviewés au cours des années. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Et peut-être débuter tout de suite avec l'expo, le sentiment qui nous habite quand une expo nous est consacrée. Ça doit être un sentiment assez particulier. Ah bah oui, parce que quelque part, c'est un bilan de vie, je dois dire. Alors, c'est plein d'émotions, c'est chargé de ce regard posé sur une carrière, finalement, où j'en ai fait qu'à ma tête, avec les hauts, les bas, les échecs, les beaux rêves parfois brisés, les bons coups aussi. Et je repense à toutes ces équipes qui m'ont entouré, qui m'ont bercé, et puis tous ces gens qui m'ont porté, supporté. Alors donc, c'est vraiment... c'est un chemin vers la nostalgie, mais en même temps... où je me rends compte que j'ai été beaucoup mieux sur mes chemins de traverse que sur les autoroutes que j'ai tenté parfois d'emprunter et qui me ressemblaient pas beaucoup. Et beaucoup d'émotions à travers tout ça, parce que c'est revisiter, mais c'est revoir des archives, de revoir des documents, retrouver des photos, retoucher certains tissus aussi. C'est retrouver la flamme qui nous habitait pendant toutes ces années aussi. Oui, qui m'habite encore, je dois dire. Oui. Mais heureusement, effectivement, derrière, c'est incroyable, je n'ai rien oublié, Stéphane. Tu sais, je veux dire, parce que je sais que derrière chaque vêtement que j'ai pu créer, j'avais toujours une histoire à raconter. Je revenais d'un voyage, un pays comme le Maroc qui a changé complètement mon spectre de couleurs, l'Italie bien sûr, mais tant d'autres pays, mais aussi parfois des expositions de grands peintres. Jamais j'oublierai une grande rétrospective Gauguin qui avait changé complètement. J'ai commencé à faire des imprimés à partir de ce moment-là et tout. Alors donc, c'est ce parcours semé d'émotions où j'ai toujours voulu finalement ne jamais répéter une recette parce que je voulais toujours apporter de la nouveauté. J'ai toujours été terrorisé à l'idée d'être prisonnier d'un style, de mon style, et c'est pour ça que je n'ai fait que me renouveler sans arrêt. Et je trouve que parfois je me dis, oh mon Dieu, j'ai pas été facile à aimer parce que parfois je vous amenais dans des chemins insoupçonnés, mais j'avais besoin de me renouveler sans cesse, d'aller dans l'expérimentation. Et merci de m'avoir finalement suivi parfois dans des moments qui semblaient un peu déstabilisants. Lorsque j'ai commencé à goûter à l'exotisme, au drapé, alors que j'avais imposé un look très masculin-féminin, par exemple. Quand on retourne dans le passé, c'est retourner à l'enfance. Et l'enfance, on sait que c'est le moment où naissent les champs d'intérêt, naissent les passions aussi. Un vrai Montréalais, né à Cartierville. Il y en a peu, parfois. On a l'impression que tout le monde vient d'ailleurs que Montréal. C'est vrai. Et pourtant, c'est un vrai Montréalais, Jean-Claude. Et un garçon un peu rêveur de ce que je connais et de ce qu'on lit dans cette biographie d'Anne Richer, sur laquelle je me suis référé et qui est fascinante à lire. Oui, je suis né à Cartierville, en fait, au bord de la rivière des Prairies, mais surtout à 3 coins de rue du parc Belmont. Alors, pour le petit garçon que j'étais, rêveur, solitaire et tout ça, ça a bercé mon enfance, mais les étés de mon enfance, quand on accueillait les cousins, les cousines qui venaient d'un peu partout. Moi, je me trouvais tellement chanceux d'habiter le parc Belmont, pratiquement tout l'été, et j'allais m'émerveiller devant la grosse madame qui riait, qui nous faisait peur, devant les saltimbanques, et surtout, il y avait un chapiteau. Dès qu'on entrait dans le parc Belmont, il y avait un chapiteau sur la droite, et là, c'était les êtres les plus incroyables qu'on retrouvait, la femme serpent, l'homme crocodile, le géant, la naine. C'était absolument incroyable. Et j'ai été bercé par un monde de femmes dès l'enfance. C'est pour ça que c'est une vie consacrée aux femmes que j'aurais eue. En fait, je suis né dans la maison familiale, c'est-à-dire la maison de mon arrière-grand-maman, que j'ai toujours appelée ma grand-mère, parce que mes parents étaient très, très jeunes. Je suis l'aîné de la famille. Alors, ma mère venait à peine d'avoir 19 ans quand elle m'a donné naissance. Et donc, ils habitaient la maison de cette grand-mère adorée qui était sage-femme et qui m'a donné naissance. Et c'est drôle parce qu'elle a eu cette réflexion. Après quoi, elle n'a plus jamais
pu donner naissance à quelqu'un d'autre. Parce qu'elle paraît-il qu'elle aurait dit je pourrais jamais rien faire de mieux que ça. J'aime me souvenir de ça dans mes moments de doute. Et donc, Marie-Jeanne, cette arrière-grand-mère, a été un élément essentiel et c'était la découverte pratiquement de la vie. Parce qu'ayant des parents très jeunes, ça fait quand même des arrière-grands-parents qui ne sont pas si vieux non plus. Exactement. Et puis, donc, quand je dis que j'étais élevé par beaucoup cette femme, qui m'émerveillait chaque matin parce que elle adorait laver et repasser le linge, comme elle disait. Et elle prenait même l'été, donc, des contrats, des saltimbanques du Parc Belmont. Alors moi, je les voyais en habits parcourir le Parc Belmont, et puis je les voyais sur les 5 cordes à linge, aussi ces costumes-là de ma grand-maman. Et quand je me levais le matin, je me souviens qu'il y avait souvent cette odeur de bleu à laver. Et là, j'allais vers la cuisine et je voyais ma grand-mère qui disait « Jean-Claude, viens sentir le bon linge frais et viens m'aider à étendre ces beaux vêtements sur les cordes à linge. » Alors donc, je voyais tous ces costumes-là qui flottaient sur les 5 cordes à linge de ma grand-mère. Alors, ça meublait mon imaginaire, mais aussi, c'est que ma grand-mère, c'était un peu le carrefour, finalement, de toute la famille. Alors, chaque dimanche, ou à peu près, venait à la maison autour de ma grand-mère et de ma mère, mais je voyais mes tantes qui venaient et ma grand-mère qui leur apprenait à crocheter, à tricoter, à tout. Alors je voyais naître le travail des petites mains. Et ça m'émouvait beaucoup, je dois dire. J'étais très ému par ce travail de toutes ces femmes je voyais naître des merveilles, là, des vêtements, des châles, peu importe, des tuques, des bonnets. C'était formidable et je crois que j'ai été marqué par tout cet univers de femmes. Et d'apprécier ce travail fait à la main aussi, qui était assez exceptionnel. Absolument, parce que j'ai toujours posé sur le vêtement, sur la mode en général, ce regard-là, au-delà de la futilité parfois du côté superficiel de la mode, de la surconsommation de vêtements ou peu importe. Moi, j'ai toujours vu ce travail noble de tenter d'embellir la vie. J'ai vu des vêtements se défaire, se refaire, et je trouve que c'est tellement actuel au fond, et moi j'assistais à ça émerveillé chaque fois. Et le dimanche, c'est aussi la visite, c'est l'église, c'est la rencontre de la famille aussi, donc ça devient les défilés, c'est un peu le début de l'observation de l'habillement des autres. Tu as raison, parce que j'adorais... Ma grand-mère, d'ailleurs, adorait ça, et ma mère aussi. Elle me croyait très religieuse, ce qui n'était pas le cas. Mais j'adorais aller à la messe du dimanche, parce que c'était un moment cérémonial. Pour moi, c'était sacré. Il y avait le prêtre, il y avait l'enfant de chœur, il y avait tout ce décorum extraordinaire, mais surtout, il y avait ces femmes qui revenaient de la communion. Et c'est pour ça qu'il fallait toujours que je sois près de l'allée centrale, parce que j'adorais les voir défiler quand elles revenaient de la communion. Et à l'hiver, je voyais valser les castors rasés, puis les moutons de Perse, puis les visons. Puis tout à coup, à Pâques, je voyais les bibis de Pâques et les beaux costumes de Pâques et tout. Puis c'était le moment aussi où ma grand-maman se penchait vers ma mère et elle lui disait « Tu sais, Madame Joannette, elle portait le même manteau l'année dernière. » ou le même... Alors, et puis c'est fou, le moment aussi où j'adorais, c'est lorsqu'on sortait de l'église, j'adorais laisser les gens sur le parvis de l'église et les voir jaser et les voir s'attarder. Moi, je les regardais, tous ces gens-là, émerveillés dans tous leurs habits du dimanche. Et puis, il y avait aussi ce moment magique, parce qu'à Cartierville, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait quand même, je disais, le Parc Belmont, mais il y avait aussi la pâtisserie de Gascogne, qui est née à Cartierville, sur le boulevard Gouin, à l'époque. Et donc, c'est un cérémonial. Moi, j'ai connu monsieur et madame Cabane. Et puis, donc, c'était le cérémonial de partir de la messe pour aller s'acheter les gâteries à la pâtisserie de Gascogne. Et le premier grand pâtissier montréalais, en fait, qui a initié beaucoup de gens à la grande pâtisserie. Absolument. Il y a une très belle phrase dans le livre d'Anne Richer qui dit « Un beau cerf-volant devrait avoir le choix de l'enfant ». Ça vient de Gilles Vigneault.
Et je l'ai mis en exergue parce que je trouve que c'est un peu ça le métier de la mode aussi. Ah, tu as tellement raison. C'est une phrase qui est touchante, mais on est presque, c'est la mode qui vous choisit plutôt que l'inverse. Je trouve qu'il y a un peu de ça. Tu as raison, c'est vrai. Oui, moi, on me dit toujours, comment en es-tu venu à ça? Je sais pas. Mes premiers souvenirs d'enfance sont rattachés à des souvenirs de mode. Quand on allait chez les modistes et les chapelières, c'était un moment absolument magique pour moi. C'était toujours extraordinaire. Et quand ma maman disait, Jean-Claude, on s'en va magasiner au centre-ville. Est-ce que tu viens avec nous? Alors là, on prenait le train de Cartierville, puis on arrivait à la gare centrale. Et là, ma grand-mère, ma mère et mes tantes parfois nous accompagnaient. Ils disaient, tu nous épuisais totalement. Parce qu'il fallait absolument tout faire la tournée de toutes les vitrines des magasins. Et mon préféré, c'était Eaton à l'époque. Et puis là, ma grand-mère disait inévitablement, la journée se terminait à part notre visite chez Marshall, le magasin de tissus extraordinaire c'était la caverne d'Ali Baba. Puis là, tout à coup, ma grand-mère disait, quoi, vous venez de recevoir du blin-blin? Alors moi, je m'éveillais à toutes ces matières-là extraordinaires. Puis comme j'étais toujours le plus jeune, et puis les vendeuses m'avaient adopté. Jean-Claude, viens voir ce qu'on a reçu d'Italie cette semaine et tout ça. Alors c'était. Puis il y avait la rue Saint-Hubert aussi, qui était une rue importante, la rue Saint-Hubert pour les tissus et la découverte. Il y a même une anecdote qui est rapportée dans le livre où vous recommandez un chapeau rouge à votre mère et elle va prendre un autre chapeau. Vous pouvez peut-être raconter l'anecdote. Je lui ai jamais pardonné. Non, mais c'est parce que c'est fou, mais je sais pas pourquoi, mais un jour chez la chapelière, il y avait ma grand-maman, il y avait ma mère. Et puis ma mère avait essayé plein de chapeaux et moi j'avais vu un chapeau très bien présenté, rouge à voilette. Et moi je trouvais que ma mère aurait l'air d'une actrice hollywoodienne avec ce chapeau-là. Alors moi je voulais absolument qu'elle achète ce beau chapeau rouge et si dramatique et tout ça. Et elle avait mis son dévolu sur un minable petit chapeau bleu poudre et qui était pour moi d'une banalité totale. Et je lui disais, il n'y en est pas question, il faut prendre le rouge. Mais là, j'étais tout petit, là, j'avais 3 ans, je pense même pas. Mais j'étais tellement acharné que j'étais hystérique. Elle avait dit, OK, j'ai acheté le chapeau rouge. Alors moi, j'ai gagné, c'est formidable et tout. Mais le lendemain, je savais que j'étais allé dans sa chambre. Et là, j'étais allé dans son placard et je me souviens, il y avait un marchepied. Puis il y avait ces belles boîtes de chapeaux. Alors, je voulais revoir le magnifique chapeau rouge à voilette. Alors, j'ai ouvert la boîte et là, j'ai vu l'affreux chapeau bleu poudre. Alors, donc, elle m'avait trahi. Et donc, elle avait convaincu mon papa d'aller reporter le chapeau rouge le lendemain matin. Et moi, ce que j'avais fait avec le chapeau bleu, c'est que j'étais allé le porter au fond du jardin, dans la poubelle. Ah oui? Et elle a perdu le chapeau bleu. Et d'ailleurs, je suis resté absolument pendant des années complètement. J'ai détesté cette couleur bleu poudre, ou comme elle l'appelait, ma maman, elle appelait ça, c'est bleu Marie. Alors j'ai toujours été absolument allergique à cette couleur. Et puis d'ailleurs, j'avais été invité à l'époque de Rock et Belles Oreilles, quand il s'appelait les bleus poudres, je pense. Et puis pour raconter cette anecdote-là, mais c'est vrai que je me suis réconcilié depuis. Là. Alors, heureusement. Ne vous en faites pas, c'est eux et celles qui portent du bleu poudre. Mais c'est intéressant. Je vous aime quand même. Ouais, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Mais on voit le styliste déjà à ce moment-là, c'est déjà l'œil qui est aiguisé, déjà cette notion de l'habillement, notion d'une certaine magie à travers la mode. Et en voyant ces photos à l'écran avec ton frère d'ailleurs, en bas, et le petit garçon à l'école et le côté cérémonial de la première communion. Oui, hein, je savais bien me tenir. Oui, et très, très élégant pour aller à l'école. Oui. Et c'est drôle parce que mon frère Daniel et moi, Daniel est né 13 mois après moi. Et c'est drôle parce qu'on est diamétralement opposés, on s'adore. Mais lui, c'est un scientifique, il est médecin et tout ça. Et c'est drôle parce que moi, j'adorais la rentrée des classes, pas parce que j'aimais retourner en classe, mais c'est parce que c'était le moment à l'époque, il y avait ce rituel où Jean-Claude, il faut aller s'habiller pour la rentrée des classes. Et là, ma maman nous amenait chez Sauvé Frères sur la Plaza Saint-Hubert. Et puis là, c'était tellement drôle parce qu'il y avait le contraste entre mon frère et moi, c'était
horrible, lui, parce que lui, il ne voulait jamais avoir de nouveaux vêtements. Puis je me souviens qu'il y avait un manteau que j'adorais. Puis ma mère, comme on avait 13 mois de différence, elle nous habillait toujours de la même façon. Et puis, donc, ce manteau-là que j'avais choisi, un peu en tweed, avec un col de fourrure, lui, il ne pouvait pas supporter l'idée de la fourrure tout près de sa peau. C'était... Alors, donc, c'est fou parce que les vendeurs, j'étais la risée de Sauvé Frères, là, parce qu'ils me faisaient défiler. Là. J'étais tout petit, puis là, j'étais là, oui, je vais défiler pour vous. Et les autres moments extraordinaires, c'était quand il y avait un mariage ou un événement dans la famille et que ma maman et ma grand-maman devaient aller s'habiller chez Lily Simon, sur la rue Beaubien-Est. Alors ça, c'est un moment extraordinaire parce que vraiment, là, il y avait toujours des mannequins en permanence, en plus, qui défilaient. Alors moi, je me faisais mon cinéma déjà. Qui était Lily Simon, pour ceux d'une autre génération, peut-être. C'était la boutique référence et la grande élégance et les grands couturiers aussi. Oui. Et puis Mademoiselle Simon était quelqu'un qui amenait toutes les nouvelles tendances européennes. Et c'était pas rien de s'établir sur la rue Beaubien-Est. Voilà, tu t'en souviens? Ah oui! Ah, formidable! Et après coup, on a vu Lily Simon, évidemment, qui a eu sa boutique à Westmount Square, au Rockland, et puis chez Ogilvy aussi. Mais c'était absolument la référence absolue. J'ai mis cette photo de Marie-Paul Nolin parce que un peu plus tard, là, il y a la réflexion et un coup d'audace parce que Marie-Paul Nolin, grande couturière québécoise, une référence, une dame que certains ont oubliée malheureusement, mais qui fait partie de l'histoire de la mode québécoise. Et là, il y a ce jeune homme audacieux qui décide d'aller frapper à la porte. Pas vraiment audacieux, d'une timidité maladive, mais parfois complètement maladroit. Ce qui est arrivé, c'est que quand finalement je suis allé étudier la mode en 1967 à l'École des métiers commerciaux, qui était à l'angle de Saint-Denis et Sainte-Catherine, l'année où j'ai gradué d'ailleurs, malheureusement il y a eu l'incendie. L'École des métiers commerciaux était d'ailleurs établie dans l'édifice où était la première université de Montréal. Mais en 69, quand j'ai gradué, eh bien, il y a eu un incendie horrible. Ils ont dû démolir ce qui restait de cette école-là, ce qui m'a fait dire après moi le déluge. Mais souvent, comme j'étais au début, en tout cas, de mes études, très, très solitaire et tout, je me réfugiais au Square Vigée, qui était un square magnifique à l'époque, des grands arbres centenaires. C'était très, très beau. Alors, je descendais la rue pour aller manger mon sandwich tout seul et puis aller rêver sous les grands arbres. Et jamais j'oublierai que cette journée-là, de septembre, il faisait un temps magnifique et tout. Et j'ai toujours aimé le Vieux-Montréal. Alors là, rendu là, on est à 2 pas du Vieux-Montréal. Alors, je me suis engagé sur la rue Bon-Secours avant de rentrer à l'école et de revenir sur mes pas et de rentrer à l'école. Et tout à coup, je marchais sur la rue Bon-Secours et j'ai vu une plaque où c'était indiqué « Marie-Paul, salon de couture ». Alors moi, j'ai dit, mon Dieu, est-ce que ça se pourrait que... Parce qu'évidemment, c'était notre Mademoiselle Chanel, en quelque sorte. Et l'imbécile, je vois qu'on pouvait appuyer sur la sonnette. Et l'imbécile, dans toute mon ignorance, dans mon innocence, j'appuie là. Et qu'est-ce qui arrive? La porte s'ouvre et c'est Madame Marie-Paul Nolin qui m'ouvre. Alors là, j'étais sans voix, je me sentais tellement imbécile, idiot et tout, mais là, je lui ai dit toute mon admiration et tout ça. Puis elle dit, mais jeune homme, rentrez, je vous en prie, je vais vous faire la tournée du salon et des ateliers. Alors, j'ai eu droit à ce moment absolument extraordinaire. Elle m'a offert le thé. Alors, inutile de vous dire que je suis jamais retourné à l'école. Cet après-midi-là, je l'ai passé dans le salon de couture de Marie-Paul Nolin. Et par la suite, des années plus tard, j'ai eu le bonheur d'habiller Patricia Nolin, sa fille magnifique. Grande actrice. Qui a hérité de toute sa superbe, d'ailleurs. J'ai fait un saut dans l'histoire, mais il y a eu, dans ce moment de réflexion, il y a eu un passage vers peut-être l'idée de faire du théâtre. Et à 22 ans, vous écrivez une pièce aussi. Je vais en lire un extrait. Oh non! Non. C'est une blague.
Je voulais pas. Un indécrottable romantique. Il me semble que si je relisais ça, je mourrais. Par contre, vous écrivez à une grande dramaturge québécoise qui s'appelle Françoise Loranger. J'ai sa réponse à la lettre, parce qu'il lui a écrit une lettre très belle et sûrement un peu naïve, mais sûrement très touchante, parce qu'il lui répond. Et j'ai trouvé très beau, et ça me fait penser à Rainer Maria Rilke, à ce texte qui est écrit à un jeune poète, lettre à un jeune poète. Et la réponse que vous avez écrite: si vous êtes prêt à travailler beaucoup, et si vous êtes capable d'entêtement et de patience, une longue patience, dites-vous qu'on obtient toujours ce que l'on veut à la condition d'être prêt à faire ce qu'il faut. Tous les premiers pas, autrement dit les plus difficiles, doivent venir de vous. Le reste se fera par la force des choses. C'est merveilleux. Oui, je dois avouer que ça, c'est une histoire incroyable parce que j'aimais beaucoup, beaucoup Françoise Loranger. Et d'ailleurs, c'est là où j'avais découvert Geneviève Bugeaud dans Une maison un jour, je pense. Et puis, c'est elle qui a écrit Sous le signe du lion, notamment, et tout. Et donc, j'avais beaucoup d'admiration pour Françoise Loranger, que j'avais vue en entrevue à Femmes d'aujourd'hui. Et elle avait été interviewée. Et là, je voyais exactement où elle habitait, au bord du Richelieu, parce qu'on allait très souvent, mes parents et moi, ils nous amenaient à l'auberge Anfield, là, du côté de Saint-Denis, sur Richelieu. Oui. Et donc, j'avais vu exactement la maison qu'habitait Françoise Loranger. Comme je n'avais pas d'adresse et tout, moi, je lui ai dit dans ce moment de remise en question où je venais de terminer cette pièce de théâtre que j'ai appelée très dramatiquement « Les ombres sauvages ». Et là, j'ai dit « moi, j'ai besoin que quelqu'un me conseille ». Là. Et puis, instinctivement, je lui ai écrit une lettre, mais je n'avais pas son adresse. Mais là, je venais d'avoir mon permis de conduire. J'ai pris la voiture de ma maman et je suis allé lui porter dans la boîte aux lettres en me disant une bouteille à la mer. Et c'est là où j'avais eu le droit à cette réponse magnifique qui m'avait beaucoup touché et qui m'a, je pense, su me guider de façon extraordinaire quand même. Et les difficultés qu'elle souligne s'appliquent aussi au milieu de la mode et pas seulement celui de la littérature ou du côté comédien. Et c'est ça, c'est là que la phrase est magnifique et très touchante. Et pendant votre cours classique, c'est un professeur en fait qui remarque un peu ce talent ou cette possibilité d'aller peut-être vers autre chose que la littérature. Je dois avouer que mon professeur de latin au collège de Saint-Laurent, parce que moi j'ai connu les dernières années, ou la dernière année du cours classique, c'est devenu cégep par la suite, Saint-Laurent, eh bien j'avais un professeur de latin qui se préoccupait beaucoup de moi, parce que après 5 ans de cours classique, mes notes, là, c'était tellement, il y avait un fossé qui se creusait de plus en plus entre toutes les matières que j'aimais, où j'étais un des premiers, et les matières que je n'aimais pas du tout, côté physique, chimie et tout le reste, qui, finalement, où j'étais en queue de peloton, là, c'était incroyable. Et c'était tellement dramatique tout ça, ça devenait très dramatique. Et un jour, mon professeur de physique venait d'expliquer quelque chose au tableau. Et moi, je détestais ça et j'avais cette possibilité, ce pouvoir de complètement m'isoler, partir dans mes rêves et tout. Et donc, tout à coup, il a vu que j'étais distrait. Il m'a dit « Jean-Claude, je veux que il me pose la question en me disant « Bon, je viens d'expliquer ça, raconte-moi comment tu vas solutionner ce problème. » Alors, j'ai absolument pas pu répondre, sauf qu'il s'est avancé vers moi. Et là, il a vu que j'ai refermé mon livre de physique. Alors, il a ouvert le livre de physique pour trouver un livre couvert, littéralement, de petits croquis, des chaussures, des têtes, des petites robes, c'était plein de croquis. Et plutôt que de me gronder, il a tout simplement refermé ça. Mais il en a parlé à ce professeur de latin. Et ils ont décidé d'en parler à mes parents du fait que Jean-Claude a quelque chose à dire, mais on ne sait pas quoi. Vraiment, il nous dit toujours « Je suis un artiste. Un jour, ça s'exprimera d'une façon ou d'une autre, mais je ne sais pas encore de quelle façon. » Et donc, il a convaincu mes parents de me faire passer un test d'orientation. Et il y avait à ce moment-là un institut d'orientation professionnelle qu'ils avaient recommandé à mes parents. Et je suis allé là, un samedi matin à 8h sur la rue Saint-Hubert, je me souviens, près de la rue Roy. Et pendant toute la journée, j'ai subi une batterie de tests de toutes sortes qui étaient tout de suite analysés par le directeur du centre et ses professeurs.
Et le soir, mes parents sont venus me rechercher à 5 heures. Et là, le jugement tombait. Pendant 1 heure, on avait le droit à ce que tout ça avait donné. Et puis, à un moment donné, j'avais mon papa à ma droite, ma maman à ma gauche. Et puis, il a dit, bon, tous ces tests-là ont démontré sans l'ombre d'un doute qu'il est un artiste dans l'âme, ça va de soi. Il adore écrire, sûrement la littérature, l'esthétisme, la peinture et tout ça, mais la déco, sûrement. Et puis, mais on dirait que la mode. Et lorsqu'il a dit ça, je me suis levé d'un bond et j'ai dit, enfin, quelqu'un m'a compris. Et là, j'ai dit... Et là, parce qu'évidemment, un petit Québécois francophone, là, à l'époque, retournons dans les années, début des années 60, la mode et nous, c'était tout un autre monde. Et puis, et mon père, ça a dit, mais la mode, est-ce que ça s'apprend, cette affaire-là? Et donc, le directeur a dit, oui, il y a 2 écoles sérieuses à Montréal. Il y a l'école du gouvernement, qui est l'école des métiers commerciaux. Je détestais ce nom-là. Et il y a l'autre école, qui est une école privée, qui s'appelle Côte-Noire-Caponi. C'est deux sœurs qui avaient créé cette école privée, basée sur toutes les bases de la haute couture parisienne et tout. Et puis, comme moi, je tendais plutôt vers Côte-Noire-Caponi avec mon goût d'exotisme. Je trouvais pas que... Moi, je veux pas aller aux métiers commerciaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et mon père a dit, c'est pas toi qui vas trancher, c'est moi. Et il a appelé Michel Robichaud, qui commençait à être très connu déjà dans les années, au milieu des années 60. Et, voilà, Michel. Et donc, mon papa, dans toute son ignorance, il a décidé, lui, il est connu, il va nous le dire, à quelle école il faut étudier. Alors, il a appelé Michel Robichaud, il a dit, mon fils veut étudier dans la mode. Michel Robichaud a dit, écoutez, moi, je suis allé à l'école des métiers commerciaux, comme tant d'autres, Léo Chevalier, Marielle Fleury et tout le reste, et je vous recommande l'école des métiers commerciaux. C'est à cause de Michel Robichaud, j'ai choisi l'école des métiers commerciaux. Oui, grande crédibilité quand même. Oui. Très bonne référence. J'ai mis... Oui, Johanna. Ouais. La magnifique. J'ai mis cette photo parce que, l'Expo 67 est importante et la photo est très amusante et touchante à la fois. Un petit côté ce jeune Beatles. Jean-Claude, oui. Et un peu un regard rêveur déjà dans la photo. Ou surpris par la photo aussi. Mais 67 a été un moment quand même pour tous ceux qui ont vécu, un moment déterminant et un moment qui a changé des vies, en fait, qui a inspiré beaucoup de gens. Moi, ça a commencé à changer ma vie. Premièrement, le choix d'aller étudier là, me retrouver dans un monde entouré de femmes, de filles qui pouvaient comprendre ma sensibilité, le centre-ville de Montréal, les boîtes à chansons, et puis, écoutez, c'était incroyable. Je suis arrivé là, je veux dire, le métro venait de s'ouvrir, on était à côté de la station Berry de Montigny à l'époque, c'était pas Berry-UQAM, et puis c'est sûr que c'était un moment extraordinaire parce qu'on était à une station de métro de l'Expo 67. Alors moi, jamais j'oublierai que je pense, je sais pas, c'était autour du 25 avril, je pense, où l'Expo avait ouvert. Oui. J'étais allé marquer sur tous les tableaux des classes que c'était congé demain à cause de l'ouverture de l'Expo, ce qui n'était pas du tout le cas, mais sauf que je m'étais fait gronder comme c'est pas possible d'avoir écrit comme... Parce que la moitié des classes de l'école n'était pas venue en classe. Ils étaient tous à l'Expo 67. Alors ça avait été mon terrain de jeu avec ma bande de copains, de copines. Ça avait été absolument... Et sûrement une source d'inspiration aussi, parce que quand on voit toute cette création qui était réunie à Montréal, dans tous les domaines de la création... Absolument. C'était le monde qui découvrait Montréal, Montréal qui découvrait le monde. Là, ça a l'air cliché de dire ça, mais c'était tout à fait ça. Et là, les défilés de mode, imaginez, avec comme styliste Ayana Monahan et tout ça. Moi, j'étais là à chacun de ces défilés-là en tant que spectateur, et jamais j'oublierai. Moi, quand aujourd'hui, cet être extraordinaire qui est Jacques de Montjoie, qui a été un pionnier invraisemblable. Et moi, je l'ai vu défiler, cette fameuse robe là, qui a provoqué un véritable scandale lorsqu'il a voulu dénoncer la guerre du Vietnam, Jacques. Et quand il raconte cette belle histoire-là, qu'il avait voulu, à l'image de la chanson engagée, qui a une mode engagée, il voulait dénoncer la guerre au Vietnam. Il avait fait une tunique un peu indo-chinoise avec une cape
qui représentait le drapeau américain, mais la tunique était toute maculée de sang. Enfin, c'était pas du vrai sang, c'était de rouge. Et Ayana Monahan, qui était la styliste du défilé, l'avait menacé, il dit écoutez, monsieur de Montjoie, il n'est pas question qu'on présente ça. Il a dit écoutez, moi je fais un scandale si ma création ne passe pas. Et bien, Jacques a eu raison. Ça a défilé, ça s'est retrouvé partout à faire la manchette à travers le monde. Et quand Jacques me raconte la belle aventure, c'est que ça avait été acheté par la suite par une Américaine protestataire qui faisait partie qui parcourait les États-Unis pour dénoncer cette guerre. Donc, elle faisait partie de toutes ces manifestations et elle a toujours porté par la suite la fameuse cape et la robe indo-chinoise de Jacques. On avait vu le très beau croquis d'ailleurs dans l'exposition que Cynthia Cooper, qui est dans la salle, dont elle avait été commissaire. C'était formidable. C'est dommage, on ne pouvait pas voir la robe, mais le croquis nous donnait une très bonne idée de ce que c'était. Après les études, mais là, c'est votre père qui vous aide un peu parce qu'il vous prête $400 pour démarrer dans le Vieux-Montréal une collection qui va s'appeler Parenthèse. Oui, parce que j'avais eu une première expérience en graduant de l'École des métiers commerciaux. Et là, j'ai vu que j'étais vraiment pas prêt à affronter la réalité de la mode. J'étais tellement cet adolescent idéaliste, rêveur. J'avais l'impression que j'allais sortir de l'école et que j'allais travailler dans des lieux magnifiques, entourés de matières somptueuses, de mannequins en permanence, que j'allais habiller, tout ça. Oh là là, ça n'a pas été ça. Je me suis trouvé une job au mois de juin à la Belle Dress. C'est un manufacturier qui n'a pas laissé de longs souvenirs. Et avec un patron qui ne voulait absolument... Moi, j'étais là plein de croquis avec des tissus que je lui présentais. Et puis, il voulait rien savoir de ça. Puis, il me disait, écoute, là, je reviens avec ma femme d'un week-end à New York. Tu nous copies cette blouse-là, puis cette jupe-là, on pense que ça va être un winner. Puis, je disais, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je me suis trompé? Mais j'hallucine ou quoi? Alors, donc, à la fin de l'été, je me dis, je peux pas, là, c'est pas possible. Alors, donc, j'avais eu la piqûre du design. Puis, je me suis dit, bon, il n'y a pas juste le design de mode. Peut-être il y a le design d'intérieur, il y a le design graphique. Et j'aimais beaucoup le graphisme et la publicité et tout ça. Et finalement, j'avais convaincu mon père de m'envoyer à étudier pendant 2 ans au Studio Salette. Mais ça a été une école formidable parce que c'est ça qui m'a permis de dire il y en a que pour la mode, là, parce que j'étais la risée de l'école, parce que tous les projets qu'on nous donnait en tant que graphiste, eh ben je trouvais toujours le moyen d'amener la mode là-dedans. On me demandait de redessiner la boîte de soupe Campbell. Je trouvais toujours le moyen de mettre une femme en chemisier avec un col cheminé qui goûtait la soupe ou peu importe. Alors donc, ça m'a... Après ma 2e année, je me suis dit, bon, j'ai pas pu m'adapter peut-être à la réalité. Ma première expérience en mode, ça n'a pas été brillant. Maintenant, il faut que j'en fasse qu'à ma tête, avec mon petit atelier et tout ça. Et le nom m'est venu spontanément. Je me suis dit, je pense que j'aurais été une parenthèse dans la mode. Alors, j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai loué un petit studio. Mon papa m'a prêté $400. Je suis allé louer ça. Je me suis dirigé tout de suite du côté du Vieux-Montréal. Je tiens à vous dire que le Vieux-Montréal en 1972, là, ouf, c'était pas à la mode du tout. Mais je sais pas, c'était le cœur de ma ville. Je savais qu'un jour ça allait renaître, je sais pas. Et puis après coup, j'ai eu ma première boutique là, face au Centre Phi. Mais le Centre Phi, à ce moment-là, c'était un immeuble barricadé qui servait d'entrepôt. C'était incroyable. Et aujourd'hui, quand je revois où était ma boutique, c'est le restaurant Les Pyrénées. Et dans ce bout de rue Saint-Paul et Saint-Pierre, parmi les plus belles boutiques de Montréal sont là. Un autre, après cette parenthèse de début de petit atelier, quand même une période qui était un grand défi parce qu'aller vendre ses collections, il y a chez Eaton, en fait, je vais dire le centre Eaton, mais Eaton, le magasin, il y avait cette boutique Adam qui était un incontournable de la mode pour hommes, pour lequel il y a beaucoup
Tu as appris beaucoup pendant cette période, c'est une Ma plus découverte. belle école, ça a été incroyable. En fait, je me suis retrouvé comme vendeur les week-ends chez Eaton parce qu'il fallait que j'arrondisse les fins de mois. C'était pas évident dans mon petit atelier. Mes premiers vêtements, j'étais très très fier et content parce que moi dans ma tête, je me suis dit bon, ça je dessine ça pour Mademoiselle Simon. Je me souvenais enfant que je me suis dit ça c'est un manteau pour Mademoiselle Simon, ça c'est un tailleur pour Lily Simon aussi. Et à un moment donné, il fallait bien que je me décide à essayer de les vendre parce que là, j'y arrivais plus. Et donc, elle m'avait acheté mes premiers vêtements, ça avait été extraordinaire. Mais là, la réalité m'arrivait. Mademoiselle Simon m'avait passé une commande, mais pas seulement dans ma taille 6 ans d'échantillon. Là, c'était du 8 ans, du 10 ans, du 12 ans. Là, il fallait que je fasse faire la gradation, la coupe, la couture. Il fallait que j'aille d'abord à racheter d'autres tissus. Alors là, pour arrondir les fins de mois, il y avait une boutique que j'aimais par-dessus tout à Montréal qui s'appelait la boutique Adam, au 2e étage chez Eaton, et où j'allais me balader très souvent pour voir les nouvelles tendances qui arrivaient d'Italie en mode masculine et de France et un peu partout dans l'Europe. Et j'adorais aller voir ça, mais je pouvais jamais rien m'acheter. Évidemment, c'était trop cher. Mais je me suis dit, si je suis pour travailler quelque part, c'est là où je me vois travailler. Et puis là, tout a déboulé. À un moment donné, je suis sorti de ma timidité, je suis allé vers la boutique Adam. Et dès que j'ai vu la première personne, quand je suis entré dans la boutique, j'ai dit, est-ce que je peux voir le directeur, le gérant, je sais pas. Il m'a dit, c'est moi, jeune homme. Alors, écoutez, j'aime beaucoup ce que vous avez ici, je me cherche un travail les week-ends. Il m'a dit, calmez-vous, venez dans mon bureau. Puis, le timing était parfait. Il venait de perdre un vendeur les week-ends. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, mais moi, je veux dire, j'étais encore à l'époque d'une telle timidité que ça n'a pas été évident, mes premiers pas. Là. Je me souviens que le premier client qui m'avait demandé jeune homme, est-ce que vous pouvez me conseiller? Je dis, ah non, demandez à lui. C'est là. Alors là, le gérant m'avait vu du coin de l'œil, puis il était venu me parler. Écoute, t'es ici pour vendre, là, pas pour. Alors, mais finalement, j'ai toujours eu ce côté double dans ma nature, hein, le côté très timide et rêveur et l'autre côté passionné. Mm-hmm. Il y a des moments où le passionné arrive et dit au timide, écoute, tu te tasses un peu. Et ce qui est arrivé, c'est que je voyais mes collègues, des fois, conseiller des choses que je trouvais tellement horribles. Des mélanges de la mauvaise cravate avec la mauvaise chemise, le mauvais costume. Je me disais, c'est pas possible, il faut que j'intervienne. Alors, donc, j'étais là, je disais, non, il faut un débardeur sous cette veste-là, avec le blazer, c'est beaucoup plus beau. Une cravate rayée ou des choses. Ils auraient pu s'insulter, là. Ils ont tellement été extraordinaires parce que là, c'est de « Ah bon, Jean-Claude, si tu le dis, c'est bon. » Alors, et finalement, je suis devenu un peu comme l'idée de la référence. Jean-Claude vient nous aider à compléter la vente. Puis là, on a commencé à vouloir m'impliquer un petit peu dans les vitrines de la boutique, notamment. Et puis ensuite de ça, commencer à faire un petit peu de stylisme pour les défilés, et ça m'a conduit au 9e étage, hein, cette salle mythique là. Ah, ceux et celles qui connaissaient pas cette salle Art déco avec des défilés exceptionnels. Et là, moi, je me sentais porté par une vague d'amour des gens qui croyaient en moi. Alors, je suis devenu habilleur dans les coulisses pour ces défilés-là. Et puis, dès que j'ai commencé comme habilleur derrière, il y en a une qui était un mannequin très coté à l'époque et qui m'a dit, c'est lui que je veux comme habilleur officiel. Et ce mannequin-là, elle s'appelait Ivana. Je n'ai jamais su son nom de famille parce qu'elle était, je pense, d'origine hongroise ou tchèque, je me souviens plus très bien. Et donc, moi, j'étais absolument ébloui parce qu'elle était magnifique d'une part et tout. Mais je peux vous dire aujourd'hui que donc j'ai habillé et déshabillé Ivana Trump avant Monsieur Trump parce que elle est devenue Madame Trump. Parce que Ivana était mannequin, elle a fait une très belle carrière ici. Et finalement, ils se sont rencontrés lorsque Ivana avait été, je pense, une des personnes choisies pour aller faire la promotion des Jeux olympiques de Montréal en 76. Et donc, lors d'une représentation des Jeux olympiques à New York, elle a rencontré M. Trump, en fait. Alors, et puis tout de suite après, ce qui s'est passé, c'est que le directeur de la mode féminine et masculine chez Eaton, Jean-Pierre Allemand,
m'a fait venir quelques mois après que j'ai commencé, puis il m'a dit, écoutez, on vous voit aller, on aime beaucoup ce que vous avez à offrir, vous êtes le type qu'on aimerait entraîner pour devenir acheteur de nos collections européennes et tout ça, mais on sait que vous avez votre atelier. On peut pas, si vous continuez à venir seulement le jeudi après-midi, jeudi soir, vendredi soir et samedi. C'était pas ouvert à l'époque le dimanche. Et moi, c'était un tel bonheur de retourner chez Eaton, parce qu'on dirait que je me transformais d'une chenille en papillon tout à coup. Et je retournais le lundi matin dans mon petit atelier tout seul, avec parfois Lorraine qui venait m'aider, une de mes collègues de l'école des métiers commerciaux à coudre les vêtements. Et là, tout à coup, c'était plus aussi stimulant. Et là, tout à coup, je revenais le jeudi chez Eaton. Ah, Jean-Claude, regarde, on a reçu ça cette semaine. Tu pourrais-tu aller coordonner telle chose? Là, il faut tout coordonner. La garde-robe de Jacques Boulanger, Boubou, à l'époque. On habillait beaucoup les vedettes de l'époque. Alors donc, j'ai dit, bon, j'ai une décision à prendre. Et tout de suite, j'ai pas hésité, j'ai fermé parenthèse et je suis allé à plein temps chez Eaton. Et ça a été des années absolument extraordinaires à voyager au Pitti Uomo, à Florence, à Milan, à Paris, bien sûr. Et ça a été extraordinaire. J'ai appris ce métier fabuleux d'acheteur. Oui, un apprentissage et d'être directement en contact avec les créateurs, mais aussi les fabricants et de découvrir l'industrie aussi d'une façon privilégiée. On doit faire un saut dans le temps parce qu'on pourrait, et je le disais à Jean-Claude, ce matin, on s'est croisés à l'école supérieure. Nous sommes collègues d'ailleurs à l'école supérieure de mode. J'ai dit, Jean-Claude, on pourrait faire 2 heures de conférence, mais on ne peut pas faire le 2 heures malheureusement. Pourquoi pas? On fera une suite peut-être un autre soir. Mais un moment important, et il y a une anecdote amusante derrière le nom de cette collection Boff, mais on a tous en mémoire parce que ce sont des collections qui ont été très fortes, qui ont marqué l'esprit, et c'était aussi de travailler avec un grand manufacturier. Mais peut-être raconter l'anecdote d'abord et la suite parce que c'est assez amusant. Ce qui est formidable, c'est que c'est sûr que j'allais devenir un designer frustré, et j'ai eu la chance finalement qu'un grand manufacturier d'ici finalement m'engage, Arthur Sanft de Beverini, qui était le fils du fameux Aki Sanft. Et donc, dès que j'ai pu créer ma première collection, il y avait déjà une collection qui s'appelait Beverini, que moi je trouvais pas très belle. Et je me dis, moi j'arrivais de la mode masculine. Et, vous savez, dans les années 70, j'aimais pas beaucoup en fait la mode féminine. Je trouve que c'était joli, mignon, les années hippies, des petites fleurs un peu partout. C'était cute. J'ai toujours détesté ce mot cute. Je voulais que les femmes soient stylées à l'image des hommes. Alors donc je suis arrivé avec à l'opposé complètement, avec une collection de manteaux surdimensionnés, inspirés par la mode masculine, des trench coats, des vestes d'hommes sur les femmes, la non-couleur et tout. Et à 2 semaines avant de montrer la collection, Arthur me dit, bon, ben, c'est le temps que tu nous montres ce que tu as fait. Alors, la directrice de production d'un côté, les directeurs des ventes de l'autre, et lui, et moi, je montre ma collection sur les mannequins, et là, je vois les visages qui s'allongeaient, et je me disais, oh, ça ne va pas très bien, là. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors, donc, Arthur s'est levé en fin de présentation, puis il a dit, ça n'a pas de bon sens, là. Ça ne peut plus s'appeler Beverini, premièrement, ça n'a plus rien à voir, on va perdre tous nos clients. Mais j'ai dit, oui, mais vous allez en perdre quelques-uns, mais on va en gagner tellement d'autres. J'essaie de me défendre, puis il dit, ça passe ou ça casse. Là. Si ça ne marche pas, t'es foutu à la porte. Alors donc, moi, j'étais dans tous mes états. J'étais tellement émotif de montrer ma première collection, puis d'avoir une réception pareille. Je trouvais ça incroyable. Alors, il me dit, écoute, tu as jusqu'à demain pour trouver un nouveau nom. Moi, j'ai dit non, j'ai pas jusqu'à demain, ça va s'appeler Boff, parce que j'avais envie de l'envoyer promener. Puis il y avait un petit côté irrévérencieux, je suis de la génération de Gaston Lagaffe et Tintin, et puis tout ça. Alors Boff, c'était une expression qu'on utilisait des fois dans ma famille. Alors donc, évidemment, lui, étant anglophone, ne sachant pas ce que ça voulait dire, cette expression, et il me dit « What does that mean? » Alors moi, je me dis « Oh my God, comment je vais lui expliquer ça en anglais? Gaston Lagaffe, Tintin. » je trouvais ça trop compliqué, alors j'ai dit « It's for best of fashion. »
Alors, puis aujourd'hui, c'est drôle parce qu'il y a le site Boff, Oui, qui est une référence oui, absolue for business absolument. of fashion. Alors donc, il m'a dit, oh, that's not bad. Alors, alors, il a dit finalement, c'est peut-être worth it de me laisser ma chance. Et puis heureusement, Boff n'a pas été un succès commercial tout de suite. Sauf qu'il y a eu une attention médiatique incroyable, Oui. et surtout de la part d'Iona Monahan, qui à ce moment-là écrivait dans The Montreal Star. Et donc, ils n'avaient jamais eu une attention médiatique pareille. Et puis, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de clients, mais on en a gagné d'autres qui n'avaient jamais acheté avant la collection Beverini et qui ont acheté Boff. Et ma première cliente, elle était ici au vernissage. C'était tellement touchant. Tamara Leven de chez Ogilvy, qui a été la toute première à croire en Boff. Puis il y en a eu plein d'autres, heureusement. Et puis après quelques saisons, ben là, il y a vraiment eu non seulement un succès médiatique, mais un vrai succès commercial. Ça a été formidable. Tu es connu aussi pour tes manteaux. Et on a rarement le temps d'aborder ces manteaux magnifiques, mais qui ont eu un succès et qui se sont vendus beaucoup aux États-Unis. Tous ces manteaux en laine. Et ça aussi, ça a été un moment, je dirais, important dans ta carrière. C'est drôle, hein, parce que j'aime qu'on me mette au défi. Parce que quand Arthur Sanft et son père Aki Sanft m'ont engagé, ils m'ont dit « Tu vas devoir faire des manteaux ». Et j'ai dit « Ah non, les manteaux, c'est tellement plate. » à l'époque, c'était tellement moche. Alors moi, je me dis alors, je vais essayer de réinventer les manteaux. Là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Et j'ai pris un plaisir tout à coup à je pense, revoir les manteaux, les mettre comme des grandes robes de chambre, peu importe. Et puis, ça a été la même chose avec Sawyer of Napa qui m'a approché en 85. En fait, c'était une grande compagnie américaine, mais dont le siège social pour le Canada était basé à Toronto. Et finalement, les sheepskins, à l'époque, là, au début des années 80, c'était complètement passé de mode parce que c'était tellement lourd, c'était des véritables carcans qui vous emprisonnaient complètement à l'opposé de ce que moi j'essayais de faire, tout en mouvement. Puis bon. Et donc, je reçois un appel de Toronto, de Mike Hammer, le président, et qui me dit qu'il avait contacté devant ses ventes qui chutaient terriblement, et même aux États-Unis, c'était la même chose. Il a dit, je me suis adressé à les deux fashion editors de Toronto Star puis du Globe and Mail. Et je les ai fait venir en showroom, je leur ai montré ma collection. Puis les deux, à 2 jours d'intervalle, qui ne s'étaient pas du tout consultés, lui ont dit la même chose. Ils lui ont dit, ben nous, on te conseille, si on était dans ta peau, d'aller chercher Jean-Claude Poitras à Montréal. Peut-être s'il y en a un qui peut faire quelque chose pour sauver ta compagnie, c'est peut-être lui. Alors, Mike m'a contacté, puis j'ai dit, oh là là, j'aime pas beaucoup ça, ces manteaux-là. Mais je me suis rendu à Toronto. Voir cette collection. Puis j'ai dit, c'est exactement ce que je pensais, je déteste ça. Alors donc, il m'a convaincu, but let's try to do something together. Alors, j'ai dit oui, mais à la condition que tu me donnes carte blanche, là, parce qu'il n'est pas question que je mette mon nom sur quelque chose qui ne me semble pas comme ça. Alors, continue à faire ta collection très classique, traditionnelle, garde-la, c'est très bien, mais laisse-moi amener autre chose. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour réinventer sheepskin, les poules aînées, la vraie expression en français? Eh ben, tout à coup, j'ai revu dans ma tête les images extraordinaires d'un homme et une femme, avec Anouk Aimé sur la plage de Deauville l'hiver, avec Jean-Louis Trintignant, ces mouvements de caresse pour les enfants et tout. Et donc, là, il m'a amené, ça a commencé au Salon du cuir de Paris, où là, il se désespérait parce que je choisissais des peaux les plus légères possibles, les plus petites aussi. J'ai coloré ça, j'ai mis des enduits là-dessus, et là j'ai fait des manteaux grands, très très longs et tout, et ça a été comme
incroyable ce qui s'est passé là. Plein de gens qui n'achetaient plus du tout ces manteaux de sheepskin se sont intéressés au sheepskin et on s'est retrouvés dans les vitrines de Bergdorf Goodman avec ça, de Harry Rosen, partout. Ça a été incroyable. Les gens redécouvraient ces manteaux-là. Alors j'étais ravi de lui avoir tenu tête, puis lui aussi était ravi de m'avoir laissé aller parce que après il s'est séparé de Sawyer of Napa pour créer sa propre marque, sa propre compagnie qui s'est appelée International Trademarks Apparel. Puis ça a été une belle aventure qui a duré plus de 12 ans. Autre aventure intéressante, et on aura une conférence, donc on va pouvoir passer plus rapidement sur cette collaboration avec le château, qui était une première dans l'histoire. Parce que maintenant, on connaît beaucoup les collaborations de toutes ces marques qui existent, mais de le faire avec un magasin et surtout un producteur de vêtements établi comme le Château, c'est intéressant qu'il fasse appel à un créateur québécois. Ça a été, si on en parle brièvement, parce qu'au mois d'avril, on consacre une conférence sur le sujet, mais ça, c'était un coup, à la fois un coup de dé aussi, parce que il y avait une part de risque là-dedans, d'aller avec une entreprise qui fait un vêtement très abordable, et dont l'image était peut-être pas toujours aussi soignée que l'image de Jean-Claude Poitras. Ben, en fait, Stéphane, c'est que moi, je trouve ça formidable de vendre à Old Renfrew, à Ogilvy, à Eaton, aux boutiques de luxe, partout à travers le Canada, puis aux États-Unis aussi. Mais je voulais aussi démocratiser la mode. Et je me suis dit, j'étais frustré du fait que les jeunes ne pouvaient pas se payer du Poitras. Et je me disais, comment on pourrait trouver une idée que je pourrais vraiment démocratiser tout ça et tout. Et puis, finalement, j'avais commencé à avoir des relations avec M. Siegel du Château, un peu comme consultant là-bas, ici et ça. Et là, en 89, finalement, on se décide tous les deux puis, à se parler parce que moi, je trouvais que c'était une belle maison de tradition. Et je me souvenais que pour ma première journée d'études à l'École des métiers commerciaux, eh ben, je m'étais présenté à ma première journée en classe dans une chemise à fleurs du Château. Et puis, je me disais, une belle maison de Montréal comme ça. Pourquoi ça ne serait pas un designer qui commence à avoir une marque de prestige, qui s'associerait à une grande maison comme ça pour démocratiser la mode? Et M. Siegel a flairé la tendance. Il a dit, Jean-Claude, absolument, on le fait. Mais évidemment, au départ, il voulait que je le fasse pour femmes et pour hommes parce que j'étais beaucoup plus connu pour femmes. Mes collections hommes, finalement, étaient plus récentes et ça représentait à ce moment-là 15% de mes ventes. Et avec mon associé de l'époque, on s'est dit, mais c'est peut-être risqué, on ne sait pas comment les gens vont réagir. Alors, j'ai finalement proposé à M. Siegel, on va faire un essai d'1 an, je vais vous faire 3 collections, mais on va commencer uniquement par la collection masculine. Et il a accepté. Et on a fait ça. Ça a été absolument formidable. Je veux dire, les magasins, le Château, à travers non seulement le Canada, mais ils avaient beaucoup de boutiques à ce moment-là aux États-Unis. Les fenêtres étaient couvertes de ça. C'était la première fois que un designer, si vous voulez, de prestige s'associait à une grande maison. Aujourd'hui, ça semble tout à fait normal. Tout le monde le fait. Et donc, les collections sont sorties en 90, printemps 90, l'automne, et puis la collection des fêtes aussi. D'ailleurs, tu avais été le seul journaliste que j'avais permis de venir voir dans la session de photos avec Monique Richard et tout. Mais là, il y a eu beaucoup de magasins de prestige et de boutiques de prestige qui ont commencé à faire des pressions auprès de nos agents de Toronto, New York, Montréal, en disant, ben, si le nom de Jean-Claude est associé au Château, ça risque d'enlever du prestige, de la valeur à sa marque haut de gamme. Alors, à la fin de l'année, c'était encore ce snobisme-là dans la mode. Ben, on a dû finalement se poser la question. On se situe où? Et on a décidé de ne pas renouveler cette entente, mais c'est la seule raison parce que ça a été une année absolument, j'ai été porté par un moment de pur bonheur. Et c'est mon association avec le Château, ça a été formidable. Toute l'équipe là-bas, extraordinaire. C'est visionnaire de la part de M. Siegel. Oui. Nous arrivons à cette super... J'espère que les gens ont vu l'exposition. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez y retourner. D'ailleurs, ce soir, c'est possible. Donc, c'est 30 ans de carrière. Expo qui est faite en collaboration avec le Musée de la civilisation de la Ville de Québec.
Et on a Alexis Walker qui est dans la salle, qui a participé Que je également, qui remercie est commissaire beaucoup. à l'expo. Si vous avez des questions plus tard, elle va peut-être rester. On va la faire travailler, malgré qu'elle a de très longues journées. Elle voulait peut-être se sauver, mais elle sera pas loin. Mais ce qui est bien, et ce que je voulais faire, c'est pour les gens qui ne vous auront pas comme guide, peut-être faire une visite un peu. Ah, très bien. Et quand on arrive au début de l'expo, il y a encore une fois les sources d'inspiration, les débuts, les premières pièces, mais il y a ce manteau qui est assez particulier parce qu'il a une histoire très particulière et ça vaut la peine de la raconter. Oui, en fait, j'avais été très, très touché parce que la veuve de Jean-Paul Lemieux un jour m'a téléphoné en disant « Monsieur Poitras, il y aura une grande rétrospective de Jean-Paul Lemieux au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et je porte vos vêtements depuis des années, ce que je savais pas. Et elle dit « J'aimerais tellement que vous vous inspiriez de l'œuvre de mon mari, de mon ex-mari, pour finalement créer un vêtement qui serait un peu un couronnement de l'exposition. » Et finalement, c'est ce manteau que j'ai créé. Et là, quand j'ai tout revu, je connaissais très bien, évidemment, l'œuvre de Jean-Paul Lemieux, mais avec ses personnages un peu statiques. Oui. Pour moi, c'était l'hiver. Alors, pour moi, ça s'est tout de suite dirigé vers l'idée d'un manteau. Puis là, je repensais lorsqu'il y avait des mariages dans notre famille, avec ma grand-mère qui avait toujours son étole de vison, ma mère aussi, mes tantes. Alors, j'ai voulu faire cette association de l'étole et de ce manteau. Et donc, ça avait été créé pour l'exposition et on me l'a remis à la fin de l'exposition, parce que j'étais très touché par ça, je dois avouer. C'est une pièce qui était conservée, que vous aviez conservée ou qui était conservée au musée? On me l'a remise et dans ma première donation d'archives, donc je l'ai donnée au musée, effectivement. On parlait beaucoup plus tôt de ces sorties du dimanche à l'église. Il y a un lien qui est fait avec une source d'inspiration qui est religieuse d'une certaine façon. Que je n'aurais jamais pu soupçonner. C'est une suggestion de l'équipe presque dans leurs observations. Oui. Parce qu'il faut que vous sachiez que vraiment, là, moi, je ne me suis pas du tout impliqué dans le choix de cette exposition-là. Je dois tout aux équipes du McCord et du Musée de la Civilisation. Je les ai laissés travailler. J'ai pas voulu leur compliquer la vie. C'est leur regard, c'est ça que je trouve intéressant aussi. Parce que on a eu 2 jours ensemble très intenses où on a déballé toutes les archives que j'avais données de vêtements et j'expliquais chacun des vêtements, la provenance du tissu dans certains cas, l'inspiration ou peu importe. Et là, j'ai très très bien senti de la part des commissaires, notamment, qu'ils voyaient, ils commençaient à avoir des sources d'inspiration qui revenaient ça et là à travers les années. Et c'est pour ça que elles m'ont fait voir des choses que je n'aurais jamais soupçonnées. Tout à coup, mon goût du cérémonial à la messe du dimanche, et puis ce côté un peu... Et là, tout à coup, quand on visite l'exposition, on voit bien que j'ai redéfini l'idée de la soutane. Je crois que c'était inévitable pour un enfant né finalement en 1949, dont l'enfance s'était passée dans un Québec catholique, avoir été élevé par des prêtres et des religieuses. Et fatalement, ça transparaît et ça, je ne me serais jamais douté. Une grande section qui est très belle d'ailleurs et j'aime bien cette idée d'îlot où on peut s'asseoir et voir toutes les muses qui t'ont inspiré et beaucoup par le cinéma, entre autres, beaucoup d'actrices, Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, Audrey Hepburn, Jeanne Moreau, Anouk Aimée, la liste est longue. C'est sûr que... Et puis, j'avais comment oublié qu'un jour, j'avais fait, je crois que c'était en 85 ou 86, une affiche et où je l'avais intitulée, cette affiche-là, « La mode, c'est du cinéma ». Vous pouvez la voir d'ailleurs là-haut. Et elle est magnifique. C'était en même temps, ça me servait de communiqué de presse à l'arrière. Et donc, c'est une femme, c'est tellement évident que c'était une vedette d'Hollywood qui m'avait marqué un jour et tout. Et j'ai souvent été inspiré par le cinéma. Je veux dire, c'est sûr et certain que le choc que j'ai eu quand j'ai vu Breakfast at Tiffany, Audrey Hepburn est resté pour moi une référence absolue pendant toutes ces années. Ça va de soi. Et j'avais consacré une collection d'ailleurs, une de mes premières collections, Bob
apostrophe à Annie Hall, le grand film de Woody Allen avec Diane Keaton. Et puis, donc, cette section-là, effectivement, elle est très importante. Et dans le puits de lumière, si vous prenez le temps de vous asseoir, je trouve qu'on a mêlé magnifiquement certaines images de Jean Harlow, la blonde platine. Et tout à coup, on voit apparaître une robe. Et là, c'est une de mes créations, portée par le mannequin Budget. Mais c'est vrai que ça aurait pu... Et là, toutes ces robes que j'ai pu créer à travers les années, qui rappelaient finalement des vedettes, qu'elles soient hollywoodiennes ou françaises, ou peu importe, c'est totalement réussi, ça. C'est vraiment magnifique. Je voulais ajouter cette photo parce qu'il y a une André Lachapelle magnifique qui a été une muse, une femme qui a porté tes créations et qui a été une femme importante pour la mode au Québec aussi. Mais c'est là où j'ai réalisé, tu vois, parce que dès 83, je souffrais déjà que souvent mes collègues en mode, tout ça, ne se parlaient qu'entre eux. Ils ne parlaient pas à des designers d'intérieur, à des architectes, à des peintres. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. Là. Il y a tellement un beau mot en mode qui s'appelle passerelle. Alors, il me semble que je vais faire une passerelle entre la mode et le cinéma, la mode et la musique, la mode et l'architecture, la mode et la déco, peu importe. Et je voulais démontrer, à un moment donné, à quel point tout ça m'influençait, le décloisonnement des disciplines de l'art et du design. Et j'ai eu l'idée de faire en fait, lors de l'ouverture de la boutique au centre Rockland en 83, de démontrer ça, que je me nourris. J'avais d'autres sources de renouvellement où j'allais me nourrir, me ressourcer. Alors, j'ai fait la mode et la littérature. Et je me dis, qui j'aime en littérature? Pourquoi pas Michel Tremblay? La mode et l'humour. Quand même. La mode et l'humour avec Clémence Desrochers. La mode et le journalisme avec René Miroir. La mode et le théâtre avec, bien sûr, évidemment, André Lachapelle. Et j'avais même fait un clin d'œil à la mode et la mode. Alors, j'avais osé demander à quelqu'un qui était une vedette de la mode, évidemment, le grand designer John Warden, de me servir de mannequin pour la mode et la mode. Et aussi la mode et la mode. J'avais demandé à un grand mannequin, Nicole Deslauriers, de me servir de mannequin aussi. Alors, ça avait été un très, très beau moment. Et tous ces gens-là, mes premiers choix, avaient tous accepté tout de suite. J'avais été ébloui. Et c'était les plus grands influenceurs de l'époque. Il faut le souligner. Et ça avait été photographié magnifiquement par Karen Koshoff, à l'époque, qui avait accepté de jouer ce jeu-là. Petite parenthèse, une autre muse et un hasard, Barbara, chanteuse que tu as toujours aimée, très belle voix, et qui porte un manteau, un de tes manteaux. Ça, c'est formidable. Lorsqu'elle est apparue dans mon atelier boutique, là, j'étais sous le choc parce que ça a été toujours pour moi une référence, une idole absolue. Mes années... mais j'ai toujours eu mes nuits Barbara, l'adolescent rêveur et dramatique, ma plus belle histoire d'amour, dis quand reviendras-tu. Je connais encore toutes ces histoires, ces chansons par cœur. Et un jour, elle apparaît chez moi et elle dit, jeune homme, je viens vous voir parce que ça fait quelques fois que je viens au Québec pour des concerts. Et elle dit, chaque fois que je dis à une femme, je vous trouve très élégante, elle dit, inévitablement, c'est votre nom qui revient. Alors elle dit, je me suis dit que j'allais venir à votre rencontre. Et elle m'a fait la surprise qu'un an plus tard, elle sorte cet album-là et qu'elle avait choisi un des trenches, des manteaux que je lui avais vendus. Et c'est ça qu'elle porte là, la preuve que la dame en noir ne portait pas que du noir. Hein, je lui avais vendu du marron. Oui, la belle dame brune. Colette Grande Muse, compagne aussi. Mon âme sœur. Oui, très belle photo d'ailleurs. Oui, c'était pour Iona Monahan, à Outremont. Alors, c'était un très beau moment sur l'avenue Bernard. Et on retrouve les créations faites et inspirées par Colette dans l'exposition. Oui, qu'elle a porté, qu'à une ou deux occasions là, pour des moments marquants de nos vies, que ce soit le gala de la Griffe d'Or ou un autre gala à Paris ou un événement très, très, très précis à New York. Alors, il y a quelques-unes de ces robes-là qui sont exposées et où on voit toute la beauté, la finesse, je veux dire, comment... pour tous ceux qui connaissent Colette, je veux dire, je pense que c'est une inspiration sans fin. Là.
si j'ai eu Berthe de Givenchy a eu comme muse Audrey Hepburn, Colette aurait été ma muse à moi. Les drapés, c'est une de tes forces aussi. Les matières sont importantes, mais aussi beaucoup de travail au niveau de ce qui enveloppe le corps. Et ça, c'était pas évident au départ de ma carrière, parce que on m'a surtout connu au départ, on m'a associé beaucoup au style masculin-féminin que j'amenais. Et comme j'avais peur de devenir prisonnier de ça, j'essayais de trouver une autre source d'inspiration et tout. Et le déclic, ça s'est fait à Bali, mon premier voyage, lorsque je suis allé en Asie. Et que j'ai vu, jamais j'oubliais ce premier matin à Bali. J'étais dans un petit hôtel boutique, le Tanjung Sari, jamais j'oublierai. Et j'étais là à prendre mon café. Et là, tout à coup, il y a une dame très élégante, mais vous savez, griffée des pieds à la tête, Ralph Lauren, très très belle, très Nouvelle-Angleterre. Je me disais, elle est new-yorkaise, je la situais très précisément. Et je la regardais, très belle, et tout à coup arrive une balinaise derrière elle, qui marchait d'une façon envoûtante, mais en paréo, imprimé, avec le vent qui volait dans ce paréo, et cette tunique, et cette grande écharpe qui volait au vent. Et le contraste de cette femme toute structurée en Ralph Lauren et l'autre complètement en accord avec cette nature luxuriante et tout, cette espèce de vision-là a fait en sorte que je me suis mis à vouloir draper, à vouloir y aller avec des tissus tout en légèreté que je n'avais jamais travaillé avant. Et j'ai opposé souvent cette espèce de structure. Et donc, c'est devenu formidable de mouler les vêtements, draper, parce qu'il y a deux techniques évidemment en mode. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à beaucoup plus à la technique du moulage. J'aime bien ce moment dans l'expo, ces chemisiers qui sont au centre et qui font un paravent tout en transparence. C'est une très belle idée. Oui, puis ce qu'il y a de formidable dans l'exposition, et ça c'est tellement réussi par Alexis, le fait qu'on mêle toutes les époques, vous savez. Alors ici, par exemple, juste pour moi, c'est comme des grands oiseaux, un peu à l'image des mobiles de Calder. Je trouve que c'est très bien présenté, et on voit différentes griffes. Donc, à quel point il y a un fil conducteur dans ma tête dont je ne me rends pas compte, mais comme par exemple simplement le trench, à quel point je l'ai réinventé, du début de ma carrière à la fin aussi de mon collection prêt-à-porter. Je voulais mettre ces photos, c'est un aparté, mais parce que la mannequin était tellement exceptionnelle. C'est une des plus grandes mannequins qu'on a eu au Québec, avec un rayonnement international. Superbe photo pour le L Québec. Absolument. Est-ce que je peux me permettre qu'on a la chance extraordinaire d'avoir un autre mannequin absolument formidable que j'avais perdu de vue et qui est dans la salle ce soir. C'est vrai. Ça me touche énormément parce qu'on n'a travaillé qu'une seule fois ensemble et ensuite on s'est complètement perdu de vue. Et puis, c'est incroyable parce que quand je vous disais que les choix dans l'exposition, à tous les points de vue, c'est vraiment les équipes du McCord et du Musée de la Civilisation qui l'ont fait, et elles ont choisi pour illustrer l'affiche une photo de Patrice Massé. Si vous voyez l'affiche, eh bien, c'est cette magnifique photo. Et ce mannequin-là, Marie-Ève Nadeau, qu'on avait choisi ensemble et qui est non seulement mannequin, mais danseuse aussi. Et après coup, je ne sais pas ce qui est arrivé à Marie-Ève. Eh bien, je l'ai retrouvée il y a quelques jours à peine. Elle habitait Paris, elle vient de revenir à Montréal et elle est là ce soir. Je vous la présente. Marie-Ève. Eh oui. Merci d'être présente. C'est un plaisir. Et porter à l'attention sur cette belle affiche qui est superbe d'ailleurs. Oui, c'est magnifique. L'imperméable, qui est célèbre parce qu'on l'a retrouvé sur plusieurs photos et à différents moments et qui fait partie. Mais je voulais peut-être avant de se diriger vers la fin, les voyages qui sont tellement importants pour toi, pour ta création et aussi une source d'inspiration. Absolument. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été fasciné par les autres cultures. Ça a commencé par le Japon. Ma passion du Japon, j'ai jamais compris pourquoi, mais je rendais ma maman, ma grand-maman complètement dingue quand je voulais recréer un jardin japonais dans la cour, quand je voulais qu'elle s'habille en kimono, c'était les geishas, les samouraïs, je sais pas ce que j'avais avec le Japon. Et j'allais avoir 7 ans.
Et j'avais entendu à la radio que le premier restaurant japonais de Montréal venait d'ouvrir. Et ça s'appelait le Tokyo Sukiyaki. Et c'était sur Décarie. Et puis, j'avais demandé comme cadeau d'anniversaire d'aller manger au Tokyo Sukiyaki. Et il m'avait amené. Et là, moi, j'étais au 7e ciel. Là. Les salons tatami, le jardin japonais et tout. Et là, il nous amenait le petit poisson grillé et tout. Puis moi, je me souviens que mes parents regardaient ça en disant... Ma mère, elle avait dit, « je mangerai jamais ça, moi, ce petit poisson mort de peur. » Là. Et puis... Et puis, moi, j'avais tout mangé avec délice, le sukiyaki et tout le reste. Là, c'était. Et donc, ils m'avaient ramené à la maison à Cartierville. Ils étaient repartis manger au Ruby Foods un gros rib steak. Si jamais j'oublierais ça. Alors donc, je sais pas, ça commençait avec le Japon, mais tout de suite, évidemment, la France. J'étais fasciné parce que ma grand-mère était abonnée à Jour de France, qui était un magazine formidable qu'elle recevait par avion. Et c'était le cérémonial à la maison le samedi matin. Ma grand-maman prenait le thé et elle dit « Jean-Claude, viens dans le salon, on va aller voir le Jour de France, découvrir les belles créations de Christian Dior, de Chanel, de Yves Saint-Laurent. » Alors donc, évidemment, la France, ça m'a totalement marqué, ça va de soi. Mais ma découverte de l'Italie, alors là, ça a été formidable. Et puis le Maroc, et puis bon. Et donc, j'ai toujours eu besoin de me frotter aux autres cultures. Et d'ailleurs, quand je regarde un peu tout ce que j'ai fait, regardez les mannequins que j'ai pu habiller et tout, là. C'est souvent... J'étais toujours ouvert sur le monde. J'ai toujours dit que j'étais un Québécois fier de l'être, mais que j'avais besoin du monde pour respirer, là. Et donc, mes plus grandes inspirations sont venues quand je suis allé vers les autres cultures, en voyage et tout. Absolument. Peut-être... vers la fin, il y a la robe de mariée, mais peut-être souligner, et je suis très heureux parce que tu es le premier créateur de mode à recevoir le prix Ernest Cormier. Et ça fait quelques jours à peine que cette photo a été prise. J'étais très heureux de pouvoir l'intégrer parce que je trouve que ça conclut bien 30 ans de création, 30 ans de réflexion. C'est incroyable, on dirait que les planètes n'ont pas toujours été bien alignées dans ma vie d'artiste, mais on dirait que pour mes 70 ans, ça y est, ça s'aligne entre cette magnifique exposition, l'Ordre de Montréal en mai, et tout à coup, un des grands prix culturels du Québec, le prix Ernest Cormier. Je suis touché, je suis bouleversé, et puis et surtout d'encore avoir ce feu sacré qui m'anime et qui fait en sorte que j'ai envie aujourd'hui d'être un guide et de transmettre pour toute la relève. Si je peux aider, si je peux être utile, oui, je vais continuer à poursuivre ma route et à essayer de... Parce que, tu sais, il y a une journaliste qui m'avait demandé il y a quelques années... Jean-Claude, en une phrase, si on résumait notre entrevue, et j'ai dit spontanément quelque chose comme ça, et aujourd'hui, c'est fou, mais je me rends compte que c'est devenu un leitmotiv pour moi. J'ai dit, j'ai une histoire à raconter, un héritage à léguer, et une œuvre à poursuivre. C'est exactement là où j'en suis. Merci beaucoup. Merci. On a peut-être quelques minutes pour quelques questions, si jamais il y en a. Oui, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a un micro qui va venir vers vous pour qu'on puisse entendre la question. Merci beaucoup. Vous terminez là où je voulais commencer. Je voulais vous parler depuis plusieurs années, mais l'occasion ne s'est jamais présentée qu'on se croise. Et pour tout dire, la mode ne m'intéresse pas beaucoup. Vous terminez sur guider et je voulais que vous puissiez parler un tout petit peu. J'ai lu 2 fois votre volume « Que la vie défile ». Je l'ai trouvé absolument exceptionnel au niveau de l'écriture, au niveau de la structure. Cependant, quand je l'ai eu fini, j'étais vraiment déçu parce que j'aurais voulu continuer à lire, mais le volume était terminé. Oh là là. Donc, il y a 3 passages dans votre livre qui parlent exactement de ce qui m'intéresse. Et je pense ce qui est nécessaire pour la suite, pour le Québec, qui est 3 passages sur les uniformes. Actuellement, il y a un débat où une jeune femme ne comprend pas qu'un coton ouaté et des jeans troués, c'est un uniforme.
C'est un uniforme de rue, mais c'est un uniforme. La question que j'aurais voulu poser, qui est qu'est-ce que c'est l'histoire des uniformes? Il n'y a que Pierre Cardin actuellement qui pourrait répondre, et vous, M. Cardin, 98 ans. Je ne pense pas qu'il va, lui, commencer à écrire l'histoire. Donc, ce que vous avez fait pour l'histoire de la haute couture et l'histoire du prêt-à-porter, quand j'ai lu votre volume, après, mes idées s'étaient éclaircies complètement. Je me disais que c'est vraiment nécessaire actuellement de le faire pour les uniformes, parce que c'est un domaine qui a passé des uniformes simplement d'hommes, militaires, tous de la même grandeur, et actuellement, les uniformes servent à des hommes, à des femmes, de toutes les morphologies différentes. Et quand une entreprise ou une institution demande l'apport d'un designer pour faire les uniformes, c'est parce qu'on veut faire des uniformes qui représentent une forme de prestige. Absolument. Il n'y a pas de designer au monde qui a cette compétence-là d'en parler, sauf vous, monsieur, devant moi. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus? J'en aurais tellement à dire sur les uniformes, parce que moi, lorsque j'ai étudié en mode, là, je n'ai jamais cru que j'allais faire des uniformes dans ma vie. J'avais jamais pensé à ça. Et pourtant, le premier défi que j'ai eu à faire chez Beverini, quand j'ai commencé, 2 jours après que j'avais commencé, mon patron m'amène en catastrophe à Radio-Canada en me disant, tu sais, on a eu le contrat des uniformes pour les Jeux olympiques de Montréal, pour les animateurs de sport de Radio-Canada, mais là, on risque de le perdre parce que tout a été approuvé dans l'uniforme, le pantalon, le veston et tout le reste, mais il y a la chemise qui ça passe pas du tout. Et le designer qui était là avant toi avait tout fait approuver, sauf qu'il n'a jamais trouvé de solution pour la chemise. Et là, ils me menacent de me retirer le contrat. Et alors, moi, j'arrive là, 2 jours après avoir commencé là, j'essaie de comprendre avec les gens de Radio-Canada, et après 2 heures, je vois tous les sketchs qui avaient été proposés par le designer qui m'avait précédé et tout ça. Et j'entends ce que Radio-Canada dit en disant c'est un très bel uniforme, très, très, très classique, mais au milieu de l'été, l'important, c'est la chemise. Souvent, ils ne porteront pas le veston et tout. Alors moi, dans toute mon ignorance, j'ai l'impression que vous voulez vous faire remarquer, qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, vous voulez qu'on en parle. Eh bien, j'ai dit, vous avez un logo qui risque de faire parler de vous. Pourquoi on ne l'imprimerait pas sur toute la chemise? Alors, c'est devenu la fameuse chemise pizza que j'ai appelée moi-même. Et pendant des années, j'ai eu honte de dire que c'était moi qui avais fait ça. C'était tellement à l'opposé de ce que je voulais, mais sauf que j'avais répondu à une demande. Mais le jour où j'ai été rassuré sur ma chemise pizza, parce que j'en ai même rajouté, j'ai même proposé un blouson, parce que si je me suis dit, s'il y a quelques gouttes de pluie, ça serait bien d'avoir le blouson pizza par-dessus. Mais le jour où j'ai été rassuré, c'est quand le grand Richard Garneau, le journaliste de Radio-Canada, au début des années 90, avait appris que j'étais dans une soirée en même temps que lui. Il a dit, je veux rencontrer M. Poitras. Et il m'est arrivé en me disant, je tiens à vous remercier parce que vous savez, votre fameuse chemise pizza, bien, sachez que je l'ai vendue 1 000 $ à un journaliste japonais à la fin des Jeux olympiques et que René Le Cavalier en a fait autant et tout. Bon, ceci est une anecdote, mais après coup, ça a été incroyable. Je sais pas, j'ai habillé les postiers canadiens, Via Rail à une certaine époque, les compagnies aériennes, et les releveurs de compte d'Hydro-Québec, les casinos du Québec, Pointe-à-Calière, les animateurs de... le personnel d'accueil de la Place des Arts. Et mon dernier projet, c'est les 6 000 employés de la STM quand même. Mais je vois ça comme un défi tellement extraordinaire. Là. Mais en même temps, là-dedans, je n'agis pas comme un dictateur. Là. Je suis à l'écoute. C'est quoi vos besoins? Et là, c'est pour ça que moi, j'impose toujours le fait qu'il y ait un comité de gens qui vont porter cet uniforme. Mais je leur dis toujours, il faut cesser de ramener tout à vous, à vos goûts personnels pour penser pour la majorité. Imaginez 6 000 employés à la STM, là. Toutes les générations sont représentées, toutes les races et tout ça. Et comment arriver à tout ça? Mais je suis arrivé aussi à, parfois dans mes contrats d'uniforme, dans mes mandats, je pose souvent une question quand je vois que ça risque là, de tourner à l'anarchie. Eh bien, je dis, savez-vous qu'est-ce que c'est un chameau? Quelle est la définition d'un chameau? Quelqu'un le sait? Alors, je leur dis,
c'est un cheval qui a été dessiné par un comité. Alors laissez-moi vous guider. Parce qu'à un moment donné, ça risque de tourner à l'anarchie, là. Ça, c'est très, très vrai. Mais moi, j'ai une anecdote, là. Je me souviens que dans les années 80, au début des années 80, j'étais allé en Italie, et plus particulièrement à Rome. Et le petit hôtel où on habitait, on pouvait prendre les vélos. Et là, on cherchait à un moment donné la fontaine de Trévi. Et je vois un policier qui était arrêté, il avait sa moto tout près, au coin d'une rue. Alors, on se présente à lui et on lui demande. Et imaginez, il nous guide très gentiment, et moi, avec le peu de mots d'italien que je connaissais à l'époque, j'ai très bien compris et tout. Mais à la fin, imaginez, il nous dit: dites-moi, me trouvez-vous élégant et beau dans mon uniforme signé Giorgio Armani? Et là, je me suis dit, le prestige de l'uniforme, quand même. Hein? Et on ne projette pas la même image quand on se sent belle ou beau dans un uniforme. Alors moi, c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important, puis de ramener certains codes, il y a des notions de base quand même qu'on ne doit pas ignorer et tout. Et alors donc, de toute façon, pour moi, je l'ai toujours dit, à tous les points de vue dans la vie, l'élégance aura toujours meilleur goût. Et moi, j'ai toujours voulu créer une mode, j'ai toujours voulu créer en fait en mode séduction et non pas en mode provocation. Il y en a qui adorent vivre en mode provocation, c'est pas mon cas.